on va changer. Cette fois, on va faire parler l'investisseur en premier. Éric Cauzanet, un mot sur Go Capital, puisque vous avez été cité plusieurs fois déjà. Oui, merci. Go Capital, donc, c'est une initiative qui remonte à 11 ans, soutenue à l'époque par BPI France, la région Bretagne, la région Pays de la Loire et puis les banques mutualistes, les premières à l'époque, les Caisses d'Épargne, puis ensuite Crédit Agricole, Crédit Mutuel Arkea et Banque Populaire. L'idée qui a prévalu, ça résumera un petit peu là où on en est aujourd'hui, c'était de se dire... Et puis ça a été le premier FNA régional. Oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est une particularité d'avoir eu une vision qui consistait à constater que finalement 80 ou 85% des investisseurs qui exercent notre métier capital, risque technologique principalement, sont en Île-de-France finalement, et 15% en gros, même encore aujourd'hui, en dehors de l'Île-de-France. Alors que si on regarde les sources d'innovation, on est, sauf erreur de ma part, 60% de sources d'innovation en dehors de l'Île-de-France et 40% en Île-de-France. Donc problème, je dirais, à la fois de proximité, d'accompagnement, même si avec Internet et économie numérique dont on vient de parler, on peut faire beaucoup de choses, malgré tout, être dans un écosystème, un des acteurs aux côtés des autres acteurs, puisque la création et l'accompagnement d'entreprise, c'est quelque chose de complexe, on ne le fait jamais tout seul, on le fait avec d'autres acteurs économiques, c'est ça qui a prévalu à la création de Go Capital. Et autre aspect, c'est de se dire, finalement, il faut aussi constituer des fonds de taille suffisamment importante pour être capable, comme on l'a vu tout à l'heure au travers des Kinops, des Marina, de sociétés qui ont une intensité capitalistique importante, être capable de tenir dans la durée. Je dirais d'aller aussi, si possible, on y reviendra peut-être tout à l'heure, plus vite et plus loin. Enfin, sur le plus vite, on y reviendra, mais je crois que c'est ça qui est important et qui a prévalu aussi à la poursuite des activités de Go Capital. Je pense qu'effectivement, le dernier point, c'est l'équipe. En ce qui nous concerne, on a toujours fait le choix de recruter pour l'équipe des personnes issues du monde de l'entreprise, qui ont été, pour certaines d'entre elles-mêmes, entrepreneurs ou qui ont touché de près à l'innovation. Ça, c'est notre particularité. Et on souhaite rester aussi sur cette spécialisation, c'est-à-dire on n'a jamais dit qu'on allait faire autre chose que du capital risque ou du capital amorçage et de l'innovation ou des nouvelles technologies. On n'a jamais dit qu'on allait investir dans le sud-ouest de la France pour nous faire plaisir ou je ne sais quoi. Voilà, on est resté spécialisé sur ce créneau et je pense que ça nous a donné une visibilité, ce qui nous a permis aussi finalement d'attirer de nouveaux investisseurs, comme le Fonds européen d'investissement par exemple pour le fonds d'amorçage qu'on a créé en 2012, également grâce au dispositif Fonds national d'amorçage géré par BPI France et soutenu là encore par nos investisseurs historiques, les régions et les banques mutualistes. Voilà, c'est un peu tout ça, si je résume. Donc à ce jour, on a investi dans précisément 54 entreprises en 11 ans, 60 millions d'euros investis, 2000 emplois créés. Et pour le premier fonds, comme vous le savez, peut-être on a remboursé déjà la totalité des fonds à nos souscripteurs, alors qu'il nous reste encore presque la moitié du portefeuille à céder. C'est pas à moi de le savoir, voilà. C'est à eux, parce que c'est quand même assez rare dans le capitalisme français. français. Je le dis parce qu'effectivement, on ne serait plus là pour en parler aujourd'hui, donc c'est aussi la contrainte qu'on doit tous imposer. Et là, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à l'objectif de performance. L'exigence qu'on doit avoir, c'est aussi constituer des équipes qui sont capables d'aller loin dans les projets que l'on a à financer. Je vais vous proposer, on va essayer de terminer 3 minutes avant et commencer la table ronde suivante 2 minutes après. Ça nous laissera 5 minutes pour prendre un café. Mais si en attendant, vous vouliez vous asseoir, ça serait, et puis ça réduirait le bruit des conversations. Enfin, c'est pas une critique, excusez-moi, mais c'est quand même un peu impérieux de ma part. Voilà, on se refait pas. Bon, voilà, Agroxine. Pourquoi, Antoine Coutan, et comment vous avez réussi à vendre un spin-off, en bon français, de l'INRA dans le biocontrôle au groupe Le Safre? C'est pas des levures? C'est pas des levures, oui. Alors peut-être pour les raisons principales, il faut revenir au marché. En fait, on est sur un marché qui s'appelle le biocontrôle, qui est un marché nouveau, émergent, qui consiste à utiliser des produits soit de biotechnologie, soit des produits des extraits de plantes ou d'algues d'ailleurs, pour protéger les plantes en remplacement des pesticides. Donc c'est une nouvelle industrie, ce sont des nouvelles filières en fait, qui sont en pleine explosion mondiale aujourd'hui. Dans les 2 dernières années, il y a eu à peu près 2 milliards d'euros d'acquisition, de fusion-acquisition dans ce domaine, de start-up et de petites entreprises, je dirais, par les grands de l'agrochimie, puisque en fait, ce qui déclenche le mouvement sur ce marché, c'est 2 choses. C'est que bien sûr,
les autorités souhaitent réduire les expositions des agriculteurs et des consommateurs aux pesticides, suite à des rapports d'ailleurs épidémiologiques de santé sur l'utilisation de ces produits. Et puis, les grands de l'agrochimie se sont rendus compte qu'il y avait en fait une énorme opportunité, puisque les produits de biotech et les extraits de plantes, etc., ne viennent pas en rupture complète de la chimie, mais peuvent s'associer aux produits de la chimie pour trouver des solutions plus performantes avec un impact moindre sur l'environnement. Donc Agroxine là-dedans, Agroxine, c'était une fondation en 2002 avec 2 fondateurs, effectivement basée sur des innovations de l'INRA principalement, une aussi du CNRS. Et ils ont repéré qu'il allait y avoir un marché dans le biocontrôle, donc ils étaient en avance sur leur temps, puisque 2002, on est à 12 ans déjà d'histoire. À l'époque, le biocontrôle n'était pas un marché en existence réelle. Et puis lancement de l'entreprise. Alors l'entreprise a connu un développement surtout d'innovation au début, de R&D, d'investissement R&D, et puis au bout d'un certain temps, peut-être un errement stratégique sur l'aspect commercial, puisque quand on arrive au niveau commercial, il faut faire des choix et exécuter une stratégie, et là Agroxine a connu des difficultés. Et puis en fait en 2010, ce qui s'est passé, c'est que on a refondé une stratégie qui a conduit d'ailleurs à ce qu'on vient de faire cette année, et qui était de se redonner une vision d'entreprise qui soit focalisée sur son métier de biotechnologie et qui en fait se donne la vision de comment passer de la phase venture à la phase développement, c'est-à-dire quelles sont les étapes à franchir et avec qui. Et sachant qu'on a décidé dès le début qu'en fait on ne pourrait pas y arriver seul, donc une stratégie de partenariat aval avec des grands de l'agrochimie, et puis une stratégie d'essayer de s'adossier en amont sur un grand de la technologie de biotech à terme, et un grand de la technologie biotech qu'on a effectivement trouvé cette année pour la sortie du capital des actionnaires historiques. Donc voilà l'histoire. Trois questions ultra rapides auxquelles vous pourrez répondre l'un et l'autre. La première, si j'ai bien compris, à la création, vous aviez 42 actionnaires individuels, comme Marina tout à l'heure. Alors, vous n'étiez pas encore là, Antoine, mais vous, comment est-ce que vous avez géré ça, Eric ? Ça m'a fait peur, très honnêtement, même encore aujourd'hui, ça me stresse, ce genre de situation. Malgré tout, il en faut, puisqu'effectivement, on sait bien que nous, fonds, on n'est pas amené systématiquement à investir dès le jour de la création dans toutes les sociétés. Donc, il faut donner un maximum de chance à un maximum de sociétés. Enfin, je pense que c'est tout à fait louable. Après, je crois que pour le dirigeant, il est important d'organiser rapidement les relations entre actionnaires. On a parlé tout à l'heure du pacte d'actionnaires, mais je pense que ça ne suffit pas. On a parlé, Franck Salle a parlé tout à l'heure de communication financière, c'est vrai que c'est crucial. Mais je pense qu'il faut vraiment faire aussi l'éducation des investisseurs individuels. C'est-à-dire, moi, je m'aperçois régulièrement, j'ai des amis, évidemment, qui sont business angels, par ailleurs, où j'oublie ma casquette Go Capital. Le week-end, ils viennent me voir de temps en temps, me demandant ce que je pense du pacte d'actionnaires ou de telle levée de fonds. Je suis sidéré, quelquefois, de voir qu'il n'y a pas eu d'éducation, de pédagogie sur je dirais, les modalités de l'opération, sur les mécanismes de relution, dilution, sur les droits attachés aux actions, avec différentes catégories d'actionnaires. Enfin, je m'excuse, je rentre dans un discours technique. Mais si on anticipe les problèmes qui viennent derrière, quand il y a une nouvelle levée de fonds, quand il y a une sortie, on reviendra peut-être tout à l'heure avec Antoine là-dessus, moi j'ai porté pour le compte des autres investisseurs le fait à la sortie, on est dans un événement public, donc je suis désolé, mais si je reste dans le soft sur la manière dont ça s'est passé, j'ai pris sur moi vis-à-vis des investisseurs de faire accepter l'idée que le prix qui découlait du pacte d'actionnaires et des droits attachés aux différents groupes d'actions qui étaient prévus pour les investisseurs individuels soit multiplié, je n'ose pas dire le facteur, mais pas un facteur très significatif pour qu'on n'ait pas de souci à la sortie. Et tout ça pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont souscrit pendant des années sans se demander finalement quelle était la contrepartie de leur investissement. Voilà. Donc, c'est du vécu. Je suis juste un modérateur, mais on va proposer au président à Alain Esnault, qui est ici représenté, et à François-Xavier Olivier, de prendre les choses en main, de commencer dans les actions de PME Finance Bretagne, une action de pédagogie de ce genre. Enfin, l'association, elle est censée exister précisément pour ce genre de choses. Donc, merci de cette idée, Eric. Autre point, alors pour le coup, sur lequel on a bossé, pas encore en Bretagne, mais à Paris, vous avez eu un industriel au capital. Et nous,
On a beaucoup travaillé sur l'amortissement du capital investissement d'entreprise qui devrait enfin voir le jour en 2015 après une deuxième passage en loi de finances rectificative en décembre. Donc la relation entrepreneur-corporate, quand on n'est pas complètement filialisé comme vous l'êtes aujourd'hui Antoine, ça se passe comment? Quels sont les apprentissages que le cas d'Agrocine peut apporter? C'est une question pour Eric. Allez. Alors moi j'ai un parcours, comme vous le savez, qui n'est pas issu du monde de la finance, donc je suis un peu déformé par mon vécu précédent. Aujourd'hui, dans le cadre de West Venture 3, je suis convaincu qu'il faut sortir des sentiers battus du capital risque. Je suis favorable à la présence d'industriels dans des fonds comme West Venture 3 et aussi ponctuellement dans des sociétés que l'on finance à partir du moment où ces industriels apportent un vrai savoir-faire ou bien un accès à certains marchés que la PME, je dirais de taille modeste, ne pourra pas obtenir en direct, ou bien à aussi une qualification de la stratégie de développement de la start-up. Moi, je crois beaucoup dans cette relation et j'irai même plus loin. Ce qu'on a proposé pour West Venture 3, il y a des industriels qui y souscrivent aujourd'hui, des industriels de l'Ouest, c'est d'avoir des personnes de l'industriel qui régulièrement soient immergées dans l'équipe Go Capital et que nous-mêmes, on ait régulièrement des relations avec les responsables du business développement de ces industriels pour entrer dans une démarche qui soit à la fois d'open innovation, mais qui soit aussi de sécurisation, je dirais, du plan de route, à partir du moment où on met des garde-fous en termes de gestion des conflits d'intérêts, pour favoriser à la fois ce que je disais tout à l'heure, aller plus vite, plus loin. Et je vais revenir tout à l'heure, et Agroxine est une bonne illustration de cela. Alors, est-ce que ça a créé des problèmes à Agroxine, ou dans l'ensemble, parce que vous avez eu un industriel au capital, hein, ou dans l'ensemble l'apport a été favorable? Ça, c'est une première sous-question. Et après, non, mais déjà, hein, une par une les questions. Peut-être sur l'apport de l'industriel, il était complètement favorable. C'était Terrena, hein, le groupe coopératif Terrena, parce qu'il a non seulement apporté bien sûr la contribution financière et l'accompagnement de projet au niveau financier pour sa part, mais aussi a apporté une vision marché et a permis d'asseoir dans notre stratégie d'entreprise, c'est-à-dire qu'on s'est donné une vision bien sûr aussi de débouclage, hein, on est tous intéressés à savoir comment on sort aussi à terme du projet, de valider aussi des points sur le marché, c'est-à-dire effectivement quels sont les acteurs que la technologie peut intéresser à terme, etc. Donc effectivement ça a été un rôle actif, on avait un représentant de l'industriel au board, hein, et puis je pense que c'était un rôle tout à fait positif pour Agroxine. Oui. Vous avez la parole Antoine, gardez-la, vous êtes le deuxième patron d'Agroxine, vous avez succédé au fondateur. Comment on gère ce genre de choses? Alors que je me souviens dans mes débuts, quand je découvrais le secteur, il y avait des investisseurs un peu pompeux qui expliquaient au congrès de l'Association européenne du capital investissement qu'en moyenne, il fallait 1,8, pour le coup cette stat-là, je ne l'ai pas inventée, 1,8 directeurs généraux entre la création et l'introduction en bourse. Donc vous êtes le 0,8, enfin comment ça se passe? Comment ça s'est passé Antoine? Bon, d'abord, le fondateur, il y en avait deux, hein, c'était deux partenaires associés dans la création d'Agroxine, a eu, je pense, vraiment l'intelligence de réaliser à un moment qu'il était plutôt serial créateur que développeur. C'est-à-dire que son profil est plutôt quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est excellent au niveau du réseau aussi, qui arrive à capter de l'innovation là où elle se trouve et à essayer de la transformer en projet d'entreprise. Il est très bon pour la création du projet, mais il est peut-être moins bon sur la partie développement. Moi, j'ai jamais créé d'entreprise. Par contre, je suis plutôt meilleur sur la partie développement. Donc, on s'est très bien entendu dès le départ. Je pense qu'il n'y a pas eu de. Il est resté investisseur dans le projet. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours de très très bonnes relations et qui est d'ailleurs sur d'autres projets d'entreprise. Donc voilà, il continue sur son chemin à lui. Eric, la question de la fin. Est-ce que Bolloré est au capital de West Venture 3? Ou sinon, comment est-ce qu'on peut l'inciter à venir? Non, apparemment, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui, donc je serais ravi, effectivement, sur ce thème, d'y accueillir. On va en reparler au café, mais on va prendre 3 minutes, donc il n'y aura pas de questions de la salle, tant pis pour vous. Désolé. Et je vais vous prier de les applaudir pendant que Perrine Créqui